On va parler de distance. Et il y a cette étude qui m'est revenue en tête, c'est une étude rigolote qui parle de distance et de baleine. Et la première question, c'est, et sans chercher à savoir quelle distance totale, mais est-ce que la distance, est-ce que la longueur d'une baleine, c'est plus ou moins que 115 mètres? À votre avis? Sans chercher le résultat exact, mais est-ce que c'est plus, ou plutôt plus ou moins que 115 mètres? Parce que j'aurais peur, c'est moins, plutôt plus. Alors, c'est moins. C'est du moins. Et du coup, la question suivante, c'est, du coup, c'est combien? 114. Ça dépend. 114, 109, ça dépend de la baleine. Baleine bleue en moyenne. À peu près. Avec la course, en moyenne, une baleine, ça mesure 30 mètres. Vous étiez à combien? 100 mètres. C'est ça. Exactement. C'est le chiffre que je vous ai donné qui vous a induit en erreur. C'est ce qu'on appelle un biais d'ancrage. On vous donne une information et automatiquement, inconsciemment, votre cerveau va appréhender la réalité à partir de cette information et à partir de ce chiffre. C'est le principe d'afficher les prix de ce qui est soldé. Parce que du coup, on réfléchit à partir du premier ancrage qu'on a vécu. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller chercher ses limites et de se dire, mais qu'est-ce que moi je suis en train de me mettre comme ancrage? Qu'est-ce que je suis en train de me dire sur la distance que j'arrive pas à courir? Sur la vitesse maximale que j'arrive pas à courir? Chaque chiffre que je prends dans ce que je me pose comme étant une limite, ça va être un ancrage que je fais dans mon cerveau à partir duquel mon cerveau va reconsidérer toute la réalité. Tous mes possibles, toute ma course et tous mes efforts. Et notre objectif, c'est vraiment celui qui est noté là, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans notre tête, comprendre surtout ce qui nous limite, comprendre ce qui est capable au contraire de nous propulser et d'essayer de se dire comment est-ce qu'on peut retrouver de la maîtrise sur tout ça. Plutôt que de se dire, c'est une question de chance, parfois je suis bien luné, parfois je suis pas très bien luné, parfois je suis bien sur une course, parfois je suis pas très bien. En fait, c'est de se dire, si on arrive à comprendre comment tout ça, ça se forme à l'intérieur, on peut remettre la main dessus, se faire plaisir, et puis, parce que quand même on est là pour ça, se faire des chronos. D'une manière extrêmement originale, je me suis dit que j'allais découper ma présentation en avant la course, pendant la course, après la course. C'est pas fantastique, mais ça permet quand même de suivre le discours. Et moi, ça me permet de savoir à peu près où j'en suis. La motivation, c'est un sujet sur lequel, en préparation mentale, on entend beaucoup parler de motivation. D'ailleurs, si vous cherchez un petit peu sur les YouTube, les plateformes de contenu, TikTok, il y a beaucoup de vidéos sur la motivation. Pourtant, la motivation, il faut se souvenir que c'est juste une émotion. Émotion, ça vient du latin émotere, c'est ce qui nous met en mouvement. Et la motivation, c'est ça. C'est une émotion qui nous pousse à passer à l'action. Une émotion qu'on ressent et qui nous aide à agir. Mais c'est une émotion. Et comme toutes les émotions, ça va et ça vient. Et donc, face à ça, on a deux possibilités. La première, c'est d'apprendre à la faire naître. Et la deuxième, c'est d'apprendre à gérer quand elle est pas là. Apprendre à la faire naître, apprendre à créer chez soi-même de la motivation, ça passe par la première question qui est « Qu'est-ce qui me motive ?» Et du coup, c'est une question que je vous adresse, je vous invite à vous poser. Qu'est-ce qui chez vous crée de la motivation? Qu'est-ce qui chez vous crée cette envie d'y aller? Cette émotion agréable qui vous donne envie de vous pousser au-delà de vos limites.
On dit souvent que la meilleure motivation, c'est la motivation qui est intrinsèque. C'est-à-dire, je fais ça parce que ça me plaît, parce que j'y trouve du plaisir. Mais la motivation extrinsèque, ça fonctionne très bien aussi. La récompense, la valorisation extérieure, les copains ou les copines qui me donnent des fesses pour me bouger, l'engagement, le fait de s'engager publiquement, ça peut être aussi une source de motivation. Mais je pense que c'est vraiment important de se dire, moi, qu'est-ce qui chez moi va déclencher de la motivation? Qu'est-ce qui chez moi va déclencher l'envie de passer à l'action? Parce que, évidemment, je le disais au départ, l'idée c'est d'apprendre à maîtriser la manière dont on fonctionne, la manière dont on est câblé. Et on est tous et toutes câblés différemment, donc il n'y a pas de solution miracle. Si ce n'est que de se connaître et de se poser la question, tiens, la dernière fois que vraiment j'ai ressenti cette envie, cette motivation, d'où est-ce que c'est né? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé au moment où j'étais justement dans cette énergie? Est-ce que j'en parlais avec des copains et des copines et le fait d'avoir cette émulation avec tout un groupe, c'est quelque chose qui m'a motivé? Est-ce que j'étais chez moi, j'étais dans mon canapé, j'ai vu quelqu'un courir et je me suis dit, mais moi, je voudrais être cette personne. Je sens que j'ai un truc à vivre de ce côté-là. Et cette idée-là, elle est fondamentale, parce que, et on en reparlera, elle parle de votre identité. On en a déjà parlé un petit peu au départ, on en parlera un peu dans la suite de la présentation. Ok, donc imaginons que vous êtes posé, vous avez réfléchi un petit peu, vous vous êtes dit, qu'est-ce qui chez moi déclenche de la motivation, et que ce soit pour la course à pied ou pour n'importe quel autre projet de vie. Ensuite, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait quand la motivation s'en va. Qu'est-ce qu'on fait les jours de pluie? Qu'est-ce qu'on fait les jours où il fait un petit peu froid? Qu'est-ce qu'on fait les jours où on est épuisé? Et puis on a une séance ce soir, toute la journée, sous l'eau, on a des gens pénibles et les enfants nous hurlent pendant tout le repas. Et on y pense. Quand la motivation s'en va, il faut compter sur l'autre côté de la médaille, sa copine là. Et sa copine, elle est moins fun, elle s'appelle la discipline. Elle est beaucoup moins drôle. Alors, c'est pas celle qu'on a super envie d'emmener aux soirées. Et pourtant, en vrai, c'est quand même une bonne copine, la discipline. La discipline dit comme ça, c'est un petit peu aride. En réalité, il y a des moyens efficaces de la mettre en place. Le fait de faire partie de l'EFSRA, par exemple, plus pour l'EFSRA, mais comme ils y êtes tous, ça sert à rien. Le fait d'appartenir à un club, le fait de courir ensemble, le fait d'avoir créé des liens avec les personnes avec lesquelles vous courez, ça peut être pour le coup un moyen de créer de la discipline par ce qu'on appelle du contrôle social. Le contrôle social, c'est moins sexy que l'amitié, mais vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire que vous êtes engagé avec des copains, des copines, et ils vous rappellent en vous disant t'as pas oublié qu'on allait courir ce soir. Motivation ou pas, vous vous êtes engagé. Et donc, du coup, avec ce rappel-là, vous allez courir. C'est ça l'idée de la discipline. Et après, il y a d'autres manières de faire. On peut aussi tenir un calendrier et puis cocher des croix à chaque fois qu'on a suivi son entraînement, rendre ses comptes à son entraîneur qui chaque semaine nous dit alors, est-ce que tu as suivi ton planning ou pas, etc. Toujours du contrôle social, mais en plus avec de l'autorité née de la position d'entraîneur. C'est parfait. Et cette double question-là de comment faire naître la motivation ou de comment faire sans, elle va se poser aussi, c'est pour ça que j'ai mis entre le avant et le pendant la course. Vous avez peut-être remarqué que, au bout d'un moment, d'un certain temps, on se rend compte qu'il y a un truc dans notre tête qui commence à nous parler. On appelle ça le discours intérieur. Cette capacité qu'on a tous et toutes à s'auto-commenter, à faire des commentaires sur notre propre vie. Alors en fait, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Ça ressort un petit peu plus quand on est tout seul en train de faire un truc hyper répétitif pendant des heures, mais ça arrive tout le temps. C'est un truc qu'on construit à peu près vers une dizaine d'années. Les très jeunes athlètes, parfois j'accompagne des très jeunes qui ont 7-8 ans. Souvent les enfants n'ont pas ça. Ça s'appelle le rétro-contrôle social. C'est-à-dire que
À force de répéter à un enfant qu'il ne peut pas monter sur la table et lancer des objets partout, première fois, il nous écoute, il descend, deuxième fois, bon, il nous écoute plus ou moins, mais à force de le répéter, on finit par l'internaliser. On finit par avoir un programme à l'intérieur de nous qui nous dit je ne peux pas monter sur la table et jeter des objets partout. C'est pratique pour vivre en société. On arrive à tenir à peu près 1 heure ensemble dans une salle et à ne pas se comporter comme des enfants, à se mettre à hurler. Mais c'est comme ça qu'on crée cette espèce de voix qui a tendance à commenter nos faits et gestes et à avoir un avis sur nous-mêmes. Parfois, c'est une voix qui est cool et encourageante. Yes, vas-y, t'es trop forte, mais t'es génial, continue comme ça. Parfois, elle est un peu moins sympa. Parfois, elle aussi se pose des questions. Mais ce que tu fais là, pourquoi tu fais ça? On ne peut pas y arriver, c'est n'importe quoi, c'est pas fait pour toi. Tu devrais arrêter. Parfois, c'est un peu entre les deux, mais ça papote à l'intérieur de la tête. Et donc, forcément, en préparation mentale, on s'intéresse à ça. On s'intéresse à ça parce que, en réalité, ça veut dire qu'on a en permanence un petit coach à l'intérieur de notre tête. Votre relation de vous en ligne et en coach. On s'y intéresse à la fois pour repérer les moments où notre coach a besoin d'un peu de formation en coaching. Notre coach est parfois un petit peu négatif. Et du coup, il faut apprendre à le reformer. Lui dire, en fait, j'ai pas besoin de négatif. J'ai besoin d'encouragement. J'ai besoin de croire en moi. J'ai besoin de me dire que je suis capable d'y arriver. J'ai besoin de mots encourageants. Et c'est ta tâche à toi. Et puis évidemment, on s'y intéresse pour pouvoir lui donner des clés. C'est lui qu'on vient nourrir quand je parlais d'identité et quand je parlais de pourquoi est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qui vous a mis en mouvement? Parce que c'est lui qui va pouvoir vous rappeler ça au fil de la course. La première chose donc sur le discours intérieur, c'est d'apprendre à faire attention à ce que je me dis. Comment je me parle pendant une course? Comment je me parle au quotidien, mais comment là sur la préparation mentale? Qu'est-ce que je me dis à propos de moi-même dans ma course? Qu'est-ce que je me dis à propos de ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je me dis à propos de ce que je suis en train de faire? Et puis qu'est-ce que je me dis à propos de qui je suis? De l'identité que je suis en train de construire aussi. Et qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre? Même avec des très bons coachs de course, même avec des très bons préparateurs mentaux, personne ne vous connaîtra jamais mieux que vous-même. C'est votre cerveau à vous qui vous accompagne depuis le départ, qui a assisté à tout ce que vous avez traversé. Et donc c'est lui qui sait ce dont vous avez besoin. Et l'invitation du discours intérieur, c'est de se dire, je vais faire de ma petite voix intérieure, de mon cerveau, de mon expérience, ma meilleure alliée. Mon meilleur ami, celui qui va me dire ce que j'ai besoin d'entendre quand je vais être dans la difficulté. Et c'est vraiment ça qui est à retenir de tous ces outils-là, c'est que je peux entrer dans une communication avec mon cerveau. Je peux entrer dans une relation avec lui où je vais l'accompagner. C'est pas quelque chose que je dois subir. Je peux créer une relation chouette avec ce qui se passe dans ma tête et décider de l'accompagner et de le coacher vers des choses qui sont plus utiles pour moi. Et puis un jour ou l'autre, quand même, cette course va se terminer. Vous allez arrêter de courir, vous allez avoir le droit de faire respirer ces muscles. Mais c'est intéressant de se poser aussi la question, comment est-ce qu'on gère l'après-course? Parce que pour le coup, comme la course est passée, parfois on a tendance à laisser ça un petit peu au hasard. En tout cas sur le plan mental, pas sur le plan physique, parce que sur le plan physique, je pense que vous avez déjà parlé de récupération, sur le plan nutritionnel aussi, vous savez que vous allez devoir reprendre un certain nombre de nutriments.
Mais en réalité, sur le plan mental, c'est la même chose. Il y a besoin aussi de gérer l'après-course. Alors, comment est-ce qu'on gère l'après-course? La première chose, c'est que vous allez assez probablement avoir des émotions pendant votre course. Ces émotions-là, elles sont importantes. C'est des messages de votre cerveau qui vous envoie des informations parce que vous avez vécu un truc qui est hors du commun, littéralement. Même si aujourd'hui la course est quelque chose d'assez médiatisé et d'assez répandu, c'est important de reprendre le recul sur ce que vous êtes en train de faire et de se dire c'est une épreuve qui est extrêmement difficile. Donc la première chose, c'est de se dire ok, je sais que je vais ressentir des émotions et donc les accepter. Les exprimer à votre rythme. Parfois, il y a des gens qui ressentent des émotions, qui ont vécu des émotions, qui ont besoin d'en parler. Parfois, il y a d'autres personnes qui ont besoin d'avoir 24 heures de silence et de parler à personne avant de pouvoir lâcher les émotions qui ont été vécues. C'est important de se connaître, c'est important de ne pas se forcer, c'est important juste de se dire je prends le temps dont j'ai besoin pour gérer mes propres émotions. Et puis ensuite, c'est important de prévoir du temps pour prendre soin de son corps et de son mental. Prendre soin de son corps, bien sûr, récupérer, mais récupérer dans le sens de se remettre en sécurité. Vous allez demander à votre corps de se pousser très loin dans ses limites, de se pousser très loin hors de sa zone de confort et de sécurité. Pour faire ça, ça peut être intéressant de réfléchir à ça comme un deal, de lui dire ok, je vais te demander beaucoup, mais en échange de ça, à la fin, on se relâche, on se repose. Je vais prendre soin de toi. Je vais mettre un vrai temps de pause. Et ça va permettre aussi au corps d'accepter de se mettre dans le rouge. Si vous dites, ok, on va se mettre dans le rouge, mais que vous n'avez pas prévu de temps de récupération avant, il y a peut-être un petit programme là-haut qui va dire, mais je vais pas te permettre de te mettre dans le rouge. Parce que j'ai besoin de cette énergie, parce que je suis pas sûr de ce que tu vas me demander juste après. Alors que si on cadre nos temps de récupération, si on les prévoit, si on les bloque dans l'agenda, si on prévoit des activités qui font du bien au corps, mais aussi qui font du bien à la tête, c'est plus facile de persuader notre mental de se pousser un peu plus loin. Et pareil, émotionnellement, ça va être épuisant pour moi. Est-ce que je prévois des choses qui émotionnellement me font du bien après? Qu'est-ce qui me fait du bien émotionnellement? Pas juste physiquement, pas juste un moment de relâchement, mais chez moi, qu'est-ce qui provoque des bonnes émotions? Est-ce que c'est du temps avec des amis? Est-ce que c'est du temps pour moi tout seul? Est-ce que c'est le fait d'écouter de la musique, d'aller voir de l'art, de passer des téléphones à des gens que j'aime? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui recharge mes batteries émotionnelles? Je sais que c'est important de recharger mes batteries physiques, mais mes batteries émotionnelles, comment est-ce que je vais les recharger? Si vous voulez aller plus loin, j'ai une chaîne YouTube qui parle de préparation mentale, de manière très originale. Je l'ai appelée Antoine Menet, c'est mon prénom et mon nom. J'ai aussi une newsletter qui s'appelle À l'essentiel, qui est une newsletter qui là est plutôt orientée sur une partie coaching professionnel. Parce que, du coup, j'accompagne des athlètes, mais j'accompagne aussi des gens qui sont dans un milieu professionnel où il y a aussi des enjeux, des objectifs, de la pression. Et l'idée, c'est d'avoir un petit peu ce même type d'outil-là, mais plutôt adapté au monde professionnel.